Moi, je vais vous parler du Père-Lachaise, encore. Ce fameux cimetière, je vous en avais parlé dans la toute première C'est vrai, la chronique toute première qu'on a enregistrée. sur les vampires. C'était exactement un de mes récits de visite guidée au Père-Lachaise avec un guide vampirique, un guide vampirologue, pardon. Vampirologue. Je vous invite à revenir vers cette super chronique qui est enregistrée avec un micro de merde, mais bon, c'est pas grave, elle est quand même très très drôle. Et ce cimetière emblématique contient donc beaucoup de tombes de personnages illustres. Déjà, est-ce que vous êtes déjà allé au Père-Lachaise ? J'ai sûrement déjà posé la question, mais ça a peut-être Oui. changé entre. Oui. J'ai fait une Super. visite avec une amie et j'avais pris plein de tombes en photo. Ah, Mais- C'est très joli. Ouais. très très photogénique. Et est-ce que vous connaissez des personnalités qui sont enterrées au Père-Lachaise ? il y a Victor Hugo, il y a Mhm. Modigliani et Jeanne Hébuterne, pour ceux qui aiment les couples amoureux. Et il n'y a pas d'autres noms qui me reviennent. Je crois qu'il n'y a pas Edith Piaf qui est... Si, tout à fait. Edith Piaf aussi. Edith T'en as Piaf, toi, Marc ? Edith Piaf. Moi, j'avoue, j'en ai pas plus que ça. Je crois qu'il y a le dernier duelliste qui est mort très très jeune au 19e siècle, qui est enterré Ah dedans. oui, la tombe de Victor Noir, le Voilà, gisant. Victor Noir, c'est ça, le gisant de Oui, Victor tout à Noir. fait. Ouais, très stylé. Où tout le monde lui touche le. Exactement. Et sinon, je sais pas. Bon, il y a La Fontaine, Molière, Chopin, Jim Morrison, Edith Jim Piaf. donc Morrison. j'ai dit De toute tout façon, un je tas suppose de- qu'il y a une liste Et il n'y a concrète. pas Oscar Wilde aussi ou, Je sais pas s'il est là, Oscar Wilde. parce qu'il est mort à Paris. donc. Il est mort à Paris, mais il y a pas mal de personnages illustres qui sont aussi enterrés à Montparnasse. Ah oui, c'est Baudelaire, par exemple. Eh ben, il est enterré au Père-Lachaise. J'ai trouvé la liste des 500 Ah, personnalités enterrées au Père-Lachaise. Souvent, sur d'ailleurs, bravo parce que perlachaise.com. vous avez réussi à me citer des femmes, et souvent, c'est pas vraiment le cas. Moi, j'ai cité Euh, personne. Bah, tu as réussi, J'étais pardon. très nul. à me citer des femmes, notamment Edith Piaf, etc. Souvent, en fait, il y a énormément d'hommes illustres en fait, qui sont enterrés là-bas. Mais il y a aussi beaucoup de femmes, illustres ou pas. Et je vous avais parlé de Elisabeth Demidov, qui a un tombeau très très spectaculaire dans ma première chronique. Je vous invite à revenir dessus. Mais en fait, il y a d'autres femmes très très connues. Hein. Par exemple, il y a l'écrivaine Colette, peut-être que vous connaissez. Il y a la célèbre comédienne Sarah Bernhardt, qui a été la muse de Oui, bien sûr. Moucha, ou Moura, je sais pas comment vous voulez le prononcer. Il y a Marie Trintignant, Ok. assassinée par un chanteur dont nous ne prononcerons pas le nom dans cette chronique. Il y a Annie Girardot, que vous avez pu voir dans Les Misérables de Lelouch, par exemple. Il y a la cantatrice Maria Callas, donc Edith Piaf. Il y a même la fille de Karl Marx, Laura Marx. Bon, tout un tas de gens. Ah ouais, wow. Ah oui, je ne savais pas. Beaucoup. En fait, peu de gens le savent. Et si je vous parle de ça, c'est parce que un livre m'a été offert qui s'appelle Mère Lachaise et qui a été écrit par Camille P. aux éditions Cambourakis, paru en 2022. Et dans ce livre, en fait, Camille P. elle fait le portrait de 100 femmes enterrées au Père-Lachaise qui sont plus Ok. ou moins célèbres. Et moi, j'avais envie aujourd'hui de vous en parler un petit peu et de vous parler surtout déjà de ce travail qui est un travail assez ouf. Et aussi de faire 5 portraits, 5 petits portraits rapides Cool. de femmes qui sont enterrées là-bas. Ça a été très difficile de choisir parmi les poétesses, institutrices, neurologues, écrivaines, résistantes, mathématiciennes, chimistes, espionnes, peintres, danseuses, chanteuses, pilotes automobiles, cinéastes, féministes, communardes, avocates, militantes, historiennes, anarchistes, prostituées. Parmi toutes ces personnes très très variées, j'ai réussi à choisir, mais peut-être que je vous ferai d'autres chroniques parce que ça a été très difficile sur. Oui, sur c'est ces l'avantage, c'est qu'il peut y avoir un volume 2, un volume 3, un volume 4. Exactement. Il y a avec des thématiques et tout. C'est ça. Avant qu'on commence quand même, je vais donner les billets dont parle Camille P en introduction parce que c'est vrai que le Père-Lachaise, Camille P elle a envie de parler des femmes connues et moins connues qui sont enterrées là-bas, mais finalement le Père-Lachaise c'est un cimetière bourgeois parce qu'en fait les sépultures ça coûte un bras, surtout quand c'est des concessions à perpétuité qu'il faut entretenir sur des générations. Voilà. C'est un cimetière parisien, donc si t'as jamais croisé la capitale tu peux pas y être. Et surtout c'est assez cadré dans le temps puisque le cimetière ouvre en 1804. Donc voilà, ça resserre un petit peu. Ça resserre un petit peu le prisme de personnes qui peuvent être là-bas. Mais moi, je vais suivre un petit peu Camille P. À la fin du livre. D'ailleurs, je vous invite vraiment à l'acheter, il est trop cool. Et en plus, à la fin, elle fait un petit parcours. Et en gros, elle classe ces personnes en 5 catégories. C'est pour ça que j'ai choisi 5 portraits. Donc, les féministes et battantes, les pionnières et avant-gardistes, les femmes de lettres mondaines et mystiques, les artistes, musiciennes et danseuses, les artistes, actrices et peintres. Et on est bon. Voilà, donc je vais vous parler d'une femme de chacune de ces catégories. Et puisqu'on est sur le protestantisme et la résistance, on va parler des féministes et battantes d'abord, avec une dame qui s'appelle Juliette Dodu. Ok. Connaissez-vous Juliette Dodu ? Pas du tout. J'en ai entendu parler. Juliette Dodu, c'est une réunionnaise qui est née en 1848. Ok. Et en 1864, sa famille quitte l'île de la Réunion et rejoint Pithiviers. Je ne sais pas si je prononce bien ça. Pithiviers, oui. Pithiviers.
où en fait sa mère, dans cette ville, dirige le bureau du télégraphe. En 1870, les Prussiens arrivent dans la région et en fait ils prennent directement possession du lieu qui est en fait stratégique pour les communications. Et en fait Juliette Dodu, elle va apparemment installer une dérivation sur un des fils que les Prussiens avaient oublié de couper, et grâce à ça, elle va pouvoir transmettre les messages qu'elle entend en morse à l'armée française. À la suite de cette action, elle va être la première femme à recevoir une médaille militaire en 1870, puis la Légion d'honneur en 1877 à titre militaire. Mais le problème, c'est que c'est une femme. Vous allez voir, c'est souvent le problème. Et les choses sont pas si faciles. En gros, son fait d'armes, il est très vite remis en question par des personnes se faisant appeler des déboulonneurs d'idoles. Ok. En fait, il l'accuse d'avoir monté l'histoire de toutes pièces, et leur preuve, c'est qu'elle a des mœurs légères. Ah. Et oui. Ce n'est pas une preuve, ça. Aujourd'hui, du coup, malheureusement, on considère encore que son histoire, c'est une fraude. Et elle est citée d'ailleurs comme une fraude dans de nombreux ouvrages. Mais pourtant, il y a quand même des auteurs, comme Hippolyte Fouque, qui ont retrouvé en fait des preuves de ces décorations et qui dénoncent les campagnes déjà à l'époque, qui voulaient la faire passer pour une menteuse et une catin. Alors, sans nier que son histoire a pu être enjolivée, mais comme beaucoup d'autres en fait, mais on a toujours moins tendance à aller chercher les faux chez les récits héroïques d'hommes que chez les récits héroïques de femmes. Oui, mais comme il le dit, je le cite, c'est bien plus simple. À qui fera-t-on croire qu'en pleine guerre, dans l'angoisse causée par une grande défaite et une retraite générale de nos forces, le gouvernement français aurait pris un décret spécial pour décerner une mention honorable à une jeune fille de 22 ans en service depuis quelques mois dans une ville occupée? Voilà. Je laisserai donc à votre avis l'histoire de cette bonne Juliette Dodu. Elle venait de La Réunion alors? Oui, sa mère était réunionnaise et elle est née à La Réunion. D'accord. Bon, ça fait un raccord avec ce que j'avais dit aussi, enfin pratiquement. Je rajoute un dernier point que je n'avais pas, c'est que la diaspora protestante s'est aussi étendue dans les colonies. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et en Amérique du Nord. Voilà, Okay. Tout est oublié. Pour des gens qui avaient été expulsés finalement. Non, c'est ça. Voilà. Je ne sers plus à rien. Et poursuivons avec une femme dont on ne remet pas en cause les exploits. Dans la catégorie pionnière et avant-gardiste, je vais vous parler de Sophie Blanchard. Est-ce que vous connaissez? Je vous rassure, je connaissais quasiment qu'une seule des personnes que je vous présente. Il me semble que c'est l'épouse d'un scientifique qu'elle a été... Tu chauffes un peu, c'est l'épouse de quelqu'un. En fait, Sophie Blanchard, c'est la première aéronaute. Elle est née en 1778 et elle épouse à ses 18 ans Jean-Pierre Blanchard, qui est le premier aérostier professionnel au monde, donc pilote de montgolfière professionnel. Ah oui, parce qu'il n'y avait pas encore d'avion à l'époque. Okay. Tout à fait. En fait, elle se prend complètement de passion pour les ballons et dès 1804, elle effectue sa première ascension avec son mari. Et c'est à ce moment-là qu'elle décide de suite de, elle aussi, en faire son métier et devient la première femme aéronaute professionnelle au monde. Très très stylé. 4 ans plus tard, malheureusement, son mari est frappé d'apoplexie et il tombe de la nacelle pendant une démonstration, suite à quoi il décède. Mais bon, Sophie, il en faut plus pour l'arrêter. Elle n'arrêtera pas du tout son activité pour autant et elle va continuer en fait de sillonner la France et l'Europe à bord de ses ballons. Et bien que Napoléon la nomme ministre d'Empire en charge des aérostats en 1809, on n'a que très très peu d'informations sur sa vie et aucune biographie n'a été écrite. Donc elle va mourir en 1819 alors qu'elle tirait... Alors pour elle, c'était une opération très bénigne, mais ça a l'air assez stylé. En fait, elle tirait des feux d'artifice du haut de son ballon. Et en fait, un des feux s'est pris dans la toile, ce qui a fait se cracher l'engin sur un toit. Et ainsi de suite, réaction en chaîne, elle a fini par tomber et décéder de la chute. Voilà. D'ailleurs, sur sa tombe au Père-Lachaise, vous pouvez voir un ballon en feu et l'épitaphe suivant, victime de son art et de son intrépidité. Très stylé. Encore une femme qui n'a pas eu les honneurs qu'elle méritait. Tiens donc, oui, parce que quand même, ministre sous Napoléon, c'est quand même pas mal. C'est fou quand même. Oui. La meuf, elle se fait repérer par Napoléon, mais il n'y a pas un type qui se dit, tiens, on va écrire 3 lignes sur la meuf. C'est clair. Oui. Ça me rappelle un peu le destin d'Hélène Boucher parce que récemment j'ai déménagé, maintenant j'habite dans l'Ain, mais les 2 dernières années j'étais dans les Yvelines et dans le bois voisin de chez moi, il y a une célèbre aviatrice, Hélène Boucher, qui s'est crashée en 1934 à l'âge tendre de 26 ans et voilà, et elle a droit à une stèle dans ce bois en son honneur. Voilà, comme quoi les femmes dans le ciel ont droit à de belles épitaphes. C'est beau. Mais poursuivons notre voyage au cœur du Père-Lachaise avec les femmes de lettres mondaines et mystiques. Et bien évidemment, je vais vous parler d'une mystique. Je vais vous parler de Marie-Anne Lenormand. Okay. Marie-Anne Lenormand, elle naît apparemment, on n'est pas trop sûr de l'année, en 1772 et elle meurt en 1842. C'est la fille d'un marchand drapier et elle est orpheline à l'âge de 6 ans. Donc en fait, elle va être élevée par des sœurs bénédictines dans une abbaye.
Et la légende dit que déjà à l'époque, elle prédisait avec grand succès l'avenir. Très stylé. Donc je vous laisse imaginer qu'en fait, dans une abbaye, c'était pas top ambiance de commencer à prédire qui serait la nouvelle abbesse. Tu m'étonnes. Du coup, elle a fini par être expulsée de chez les religieuses pour sa pratique tout simplement de la divination, ce qui la conduira à Paris, où elle va s'installer en 1790. Là-bas, en fait, elle va rencontrer une diseuse de bonne aventure qui lui transmettra son savoir et lui apprendra à tirer les cartes, à la suite de quoi elle devient cartomancienne. Il semblerait qu'elle ait été consultée plus d'une fois par de grands personnages politiques, dont l'impératrice Joséphine. Encore Napoléon, donc. Encore Napoléon. Voilà. Mais ça correspond avec les dates. Ça va du avec les site, dates, ouais. Voilà, c'est ça. mais du coup, son âge d'or, apparemment, a été quand même assez court, parce qu'elle aurait fait même un peu de prison pour avoir été un poil trop hardie dans ses prédictions. Ah ouais. Mais Mademoiselle Lenormand, comme on l'appelait, écrira au cours de sa vie plusieurs livres, et après sa mort, il y a 2 jeux de tarot qui ont été publiés à son nom et qui sont encore édités aujourd'hui. Et je peux en attester car j'en utilise un moi-même, et je ne connaissais même pas cette bonne dame. Voilà, alors que je tirais avec ce jeu de tarot. Ok. Très très joli jeu de tarot. Continuons un petit peu, je vous parle, on est trop dans Napoléon là, on va revenir un petit peu vers le présent. Je vais vous parler, dans la catégorie artiste, musicienne, danseuse, je vais vous parler d'une musicienne, je vais vous parler de Sextoy, qui est une DJ. Voilà. Ok. Avec son nom très très accrocheur et son visage tout tatoué, franchement je pouvais difficilement passer à côté du personnage. Ça tombe, Elle est morte récemment. Elle est morte assez récemment, elle est morte en 2002. Sa tombe, en fait, on peut la trouver dans la partie romantique du cimetière, au milieu de tombeaux monumentaux, de grands généraux et tout ça. Et tout au milieu, on a une petite tombe grise, et en lettres gothiques dessus, il y a écrit Sextoy. Je trouve ça assez stylé. J'avoue. Hein. Et je vois la photo. Putain, c'est tout petit. Hein. Ouais. Son vrai nom à Sextoy, c'était Delphine Palasti, et en fait, elle s'est mise à mixer pendant l'âge d'or des années 90, l'âge d'or de la musique électronique à ce moment-là. D'abord dans des bars et clubs lesbiens de la capitale, comme le El Scandalo pour les connoisseuses. Et elle a d'abord formé le duo Pussy Killer jusqu'à devenir la DJ résidente du club lesbien Pulp. À son époque, en fait, elle a été assez précurseur du genre, enfin de son genre, parce que notamment, elle s'amusait beaucoup à jongler entre les époques et les musiques en créant des ponts entre les différentes époques, et du coup, elle mixait vraiment plusieurs courants musicaux. Et du coup, elle avait un sacré look, hein, complètement tatouée de la tête aux pieds, petite et mince, et en fait, toute petite comme ça, derrière les platines, elle en impose grave, et elle va même participer à beaucoup de soirées phares. Bon, il faut être un petit peu initié à ce milieu-là et à cette histoire-là, mais des soirées phares telles que les Ladies Room, pour filles qui aiment les filles et la house music. Et c'était en fait des DJ sets nomades où les garçons pouvaient seulement rentrer s'ils étaient accompagnés de nanas. Ok. Et notre Sextoy, elle va mourir prématurément à 33 ans, et dans sa courte existence, elle aura quand même réussi à modeler une image plus queer et plus mixte de la vie nocturne à Paris dans les années 90. Et sur sa tombe, l'ex-voto que vous pouvez voir, donc le cœur enflammé avec une couronne d'épines autour, et ben c'était le tatouage qu'elle avait sur la poitrine. Voilà. D'accord. Vous pouvez écouter un de ses albums sur YouTube, et il y a des petits documentaires qui sont dispo en ligne aussi, si cette bonne dame vous intéresse. Elle est vraiment très très cool. Continuons avec les artistes, avec notre dernier portrait. On va parler, j'ai un petit peu triché, on va parler de 2 personnes. On va parler des tombes de Rosa Bonheur et Anna Klumpke. Est-ce que vous connaissez Rosa Bonheur ? Oui, bien sûr. Rosa Bonheur, c'est une peintre super. J'aime beaucoup ces tableaux. Oui, elle a fait une expo il y a l'année dernière, je crois. Oui. Enfin, elle a fait une expo, non. Il y a eu une expo sur ses peintures à Orsay, puisqu'elle est née en 1822 et morte en 1899, donc elle n'a pas pu faire cette exposition à Orsay, ou alors on nous cache des choses. On nous ment. On nous ment. Vous savez pas qu'elle était enterrée là-bas, en fait? Tout à fait. Elle est enterrée là-bas avec d'autres personnes dont je vais vous parler aussi. Une tombe collective. Du coup, Rosa Bonheur, c'est la fille d'un peintre qui quitte sa famille, comme souvent les pères faisaient jadis, et encore maintenant malheureusement, et il laisse ainsi mourir sa femme d'épuisement avec ses 4 enfants. Voilà, c'est super. Après plusieurs passages en internat, Rosalie Bonheur, une jeune femme au caractère rebelle, entre dans l'atelier de peinture de son père et commence alors à peindre des animaux, et ce sujet en fait va jamais la lâcher, et ce qui va faire d'elle, encore actuellement, une des plus grandes peintres naturalistes de son siècle. Donc en fait, quand ces toiles vont commencer à avoir du succès, son père, cet homme vraiment charmant, va lui proposer de signer les peintures à son nom à lui. Mais fort heureusement, c'est pas la dernière des, je sais pas, j'ai pas d'expression, la dernière des carottes, Rosalie, et elle choisit à la place de prendre pour pseudo le petit nom que lui donnait sa mère, Rosa, d'où Rosa Bonheur. Plus tard, en fait, elle va faire des rencontres qui vont lui permettre d'avoir son propre atelier, de quitter l'atelier de son père et de garder son indépendance. Donc elle va peindre beaucoup d'animaux de ferme, des bestiaux, notre Rosa. Et en fait, pour ça, elle doit aller dans les foires aux bestiaux.
sauf que c'est assez difficile avec les robes et les jupons qui vont traîner partout, donc elle réussit à obtenir une permission de travestissement, ce qui l'autorise à porter des pantalons. Ok. Déjà, à ce stade, elle est ultra badass. Donc à ses 19 ans, elle va exposer pour la première fois, et son exposition, son travail en fait est vraiment salué par la critique, et sans aucune surprise, elle est surtout saluée pour ses coups de pinceau masculins et francs, et elle sera la première femme artiste à recevoir la Légion d'honneur en 1865. Bien qu'elle ait jamais ouvertement revendiqué son homosexualité, Rosa a été la compagne de vie de 2 femmes dans sa vie. La première c'est Nathalie Mika, et la deuxième c'est Anna Klunk, qui était venue en France pour réaliser son portrait et qui en fait n'est jamais repartie. Rosa Bonheur, elle s'est jamais vraiment reconnue dans les récits biographiques qu'on a fait d'elle et qui ont parlé de sa vie, notamment parce que ces récits, ils omettaient de parler de son grand amour Nathalie et de sa mère. Bizarre, on omet de parler des femmes, encore étrange. Et donc du coup, en fait, elle va tout simplement demander à Anna Klunk de réaliser le récit de sa vie, mais de le faire objectivement en parlant des femmes qu'elle a aimées, ce qu'elle va faire malgré la mort prématurée de Rosa. Elle est pas morte très jeune quand même, elle a bien vécu. Elle a très bien vécu, tout à fait. D'ailleurs, Anna était bien plus jeune qu'elle. Et durant son vivant, en fait, Rosa, elle avait fait le nécessaire pour que Anna, elle puisse être enterrée dans le caveau familial des Mika, donc de Nathalie, son ex-compagne, et qu'elle repose tout ensemble au Père-Lachaise, en disant, bien sûr, qu'elle était... Enfin, il y a des écrits où elle dit qu'elle est persuadée que Nathalie ne sera pas jalouse, en fait, et qu'elle sera contente de savoir qu'elle est autour des femmes qu'elle a aimées. Voilà. Je termine avec l'amour, ce petit récit des femmes, de quelques femmes enterrées au Père-Lachaise. Merci beaucoup Manon du coup pour Avec plaisir. Pour cette intervention. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.